J'annonce. On va maintenant écouter Lobna Ouldamer, qui est en visio normalement et qui est PUPH à Tours et qui est spécialiste de la prise en charge des cancers de la vulve. Et on va écouter Lobna dans les nouvelles recommandations de la prise en charge. Oui, alors, je pense qu'il y a quelques images. Et pour cette raison, pour ceux qui suivront cette séance de façon différée sur YouTube, en raison de la diffusion large des émissions YouTube, nous allons interrompre cet enregistrement. En revanche, les collègues qui sont actuellement connectés pourront continuer sur Internet de suivre la séance. Donc, nous coupons la retransmission YouTube. Merci de le comprendre. Et Dr Ouldamer, vous avez la parole. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement déjà? Bien. Oui, parfait. Merci beaucoup, Élodie, pour la confiance. Merci pour les organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, je suis chirurgien-oncologue au CHU de Tours, spécialisée dans la cancérologie féminine dans son ensemble. Je ne fais pas d'endométriose. Je fais essentiellement les cancers pelviens. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de coordonner les dernières recommandations françaises pour la prise en charge des lésions vulvaires, je dis bien les lésions vulvo-vaginales et pas uniquement les cancers de la vulve. Et c'est à ce titre que je me fais le porte-parole du groupe de travail qui, comme vous le voyez, a comporté l'ensemble des sociétés savantes qui sont impliquées dans la prise en charge de ces lésions. Sur la présentation qu'on m'a demandé, je ne parlerai que de la partie cancer de la vulve, mais bien entendu, les questions sont les bienvenues concernant les autres parties de cette présentation. Donc, je mets d'abord une petite partie pour expliquer la méthodologie de travail qui a été utilisé par notre groupe. C'est un travail multidisciplinaire qui a pour cette pathologie essentiellement concerné les sociétés d'oncologie médicale, de radiothérapie, en plus de toutes les sociétés savantes de gynécologie. C'est des questions de type PICO qui, vu de l'extérieur, peuvent paraître difficiles, mais méthodologiquement, c'est ce qu'il y a de plus pointu actuellement pour faire des recommandations de pratique. Donc, PICO pour patient, intervention, comparaison et outcome. Avec une analyse de la littérature, on fait d'abord des recommandations, puis après, on les revoit entre nous et bien entendu, une évaluation externe qui, pour ces recommandations, a également concerné toutes les sociétés savantes, mais aussi on a fait une évaluation externe sur le plan international puisqu'on n'avait pas exactement la même méthodologie et a posteriori, on a intégré tous les commentaires lorsqu'ils étaient pertinents. Les objectifs thérapeutiques, puisqu'on parle de l'ensemble de la pathologie vulvo-vaginale, ils étaient bien entendu de soulager les symptômes. Ils étaient de préserver dans la mesure du possible une anatomie normale, la qualité de vie des patientes et bien entendu la fonction sexuelle. Et lorsqu'il s'agissait de lésions pré-invasives, il s'agissait également de prévenir la progression vers des lésions invasives. Il s'agissait bien sûr toujours d'un traitement individualisé en pesant le pour et le contre et dans la mesure du possible individualisé à la situation de la patiente, à la localisation et surtout aux comorbidités de la patiente. Donc les champs, ils concernaient les lésions pré-invasives vulvaires, les lésions pré-invasives vaginales, la maladie de Paget vulvaire non invasive, puisque la maladie de Paget invasive est incluse dans la discussion que l'on va avoir aujourd'hui. On a également fait une partie qui concernait les mélanomes vulvo-vaginaux, mais aussi le cancer du tiers inférieur du vagin. Le cancer de la vulve, je fais un très bref rappel. Donc, le cancer de la vulve, c'est un peu moins de 5% des cancers gynécologiques. Il y a des formes anatomocliniques qui sont très variées, tant en localisation qu'en dimension. Et le traitement de référence reste l'exérèse chirurgicale large. Et en fonction de l'étendue des lésions, la perte de substance peut être extrêmement importante, extrêmement mutilante pour réaliser une chirurgie complète avec des marges suffisantes. Et on peut avoir des difficultés, voire une impossibilité totale de fermeture directe. Là, c'est une cartographie sur un papier récent qui vous montre l'incidence
en fonction des pays, des cancers de la vulve, et là je parle directement des cancers de la vulve classiques de type épidermoïde HPV induit. Donc vous voyez qu'en Amérique du Nord, l'incidence semble relativement importante. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, c'est relativement important, comme en Australie. Et dans les pays européens, l'incidence est relativement importante par rapport à d'autres pays, mais on est surpris par l'incidence extrêmement élevée en Europe de pays comme l'Allemagne. Pour ceux qui préfèrent des données plus chiffrées, vous avez ce tableau qui résume l'incidence de la maladie, tout âge confondu. On retrouve la France où on tourne à un risque relatif à 1,01, alors qu'en Allemagne, vous voyez, on est plutôt aux alentours de 3. Et après, vous avez le distinguo en dessous de 60 ans, plus de 60 ans. C'est une pathologie de la femme âgée, donc c'est bien plus fréquent, quel que soit le pays, chez la femme plus âgée, avec un ratio qui va du simple au double entre la France et l'Allemagne. Là, vous avez aussi une présentation graphique qui vous montre bien l'incidence en fonction de l'âge, mais là, des lésions préinvasives, soit quand elles arrivent toutes seules, et c'est donc pour les lésions préinvasives de type dysplasie de haut grade qui s'appelle HSIL, c'est les anciennes VIN3, donc maintenant on dit HSIL pour lésions de dysplasie vulvaire de haut grade. Donc quand c'est des lésions qui viennent ou qui sont diagnostiquées au stade de lésions préinvasives sans cancer, vous avez le trait bleu entrecoupé, et quand il est associé, non pardon, c'est avec et sans cancer, vous l'avez ici, et sans le cancer, vous l'avez ici. Donc, vous voyez que les lésions préinvasives sont quand même relativement importantes. Et vous voyez, par rapport au rouge, c'est les lésions de néoplasie intravulvaire différenciées. Donc, il y a beaucoup de lésions de type VIN différenciées qui sont associées au cancer de la vulve, et qui fait que la recommandation de traitement chirurgical des lésions préinvasives de type VIN différencié est très importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres possibilités thérapeutiques que la chirurgie pour ces lésions, contrairement aux lésions de dysplasie vulvaire de haut grade où on a d'autres possibilités thérapeutiques avant d'en arriver à la chirurgie qui peut être mutilante. Les recommandations telles qu'on les a faites, on est basé sur l'ancienne classification FIGO. La classification FIGO a été mise à jour en 2021. Ce n'est pas celle-ci qui a été utilisée, et on a également été rassurés parce que l'ESGO a fait des recommandations récentes et ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argument dans la littérature pour pouvoir utiliser la FIGO actuelle, et donc ils se basent plutôt sur la classification TNM, y compris sur leurs recommandations qu'ils ont élaborées sur le dernier congrès, donc c'était il y a à peine 2 mois. Ils ont utilisé la classification TNM et pas la classification FIGO 2021. Il n'y a pas de changement pour les stades 1, il n'y a pas vraiment de changement pour les stades 2. Les grands changements entre l'ancienne classification qui date de 2009 et de 2021, c'est surtout pour les stades 3, mais qui n'impactent pas réellement les recommandations qu'on a faites en mai 2022. Là, vous voyez effectivement, ça c'est les collègues qui ont publié la dernière classification. Ils montrent une survie qui se modifie au fur et à mesure en fonction de l'évolution du stade. Donc, elle semble, en tout cas sur leur présentation, très pertinente, mais pour l'instant, on n'a aucune donnée dans la littérature qui nous permet d'établir nos recommandations en se basant sur la classification 2021. Là, c'est pour vous montrer les données de survie les plus mises à jour, la survie globale à 5 ans. Vous voyez que quand on a un stade 1A, on a 86% de survie, et plus on avance, donc quand on passe à un stade 2, on est à 64%. Quand on passe à un stade 3, on tourne entre 30 et 60% en fonction du stade A, B ou C. Et quand on est sur un stade 4, effectivement, on arrive sur des cancers de très mauvais pronostic avec une survie qui est soit à 25%, soit inférieure à 25%. Avant de vous parler des recommandations en tant que telles, je n'ai pas mis de vidéo parce qu'il y aurait moyen, comme je l'avais dit à Élodie, de tenir toute l'après-midi là-dessus. C'est un sujet rare et c'est un sujet
même quand on est un centre qui en fait beaucoup, en fait, on n'en fait pas beaucoup. Nous, on est un centre qui en fait beaucoup et on en fait entre 20 et 30 par an. Des cancers de la vulve. Et c'est un sujet où il faut être exposé, c'est-à-dire qu'il faut en avoir vu beaucoup pour savoir différencier à l'œil s'il y a suspicion d'infiltrant, si on est juste sur une lésion de dysplasie de haut grade ou si on est sur une lésion de néoplasie intravulvaire différenciée. Là, c'est pour vous montrer, c'est une lésion très débutante. Donc, c'est un carcinome micro-invasif. Donc, on est plutôt vraiment à la frontière de quelque chose où il y a essentiellement de la néoplasie intravulvaire de haut grade. Et après, je vous montre la version classique. Donc, vous avez le cancer qui est situé sur la face interne de la petite lèvre. On va considérer que ça reste un stade débutant, version classique, patiente suivie, chez qui le diagnostic est fait rapidement. Là, vous avez une version un peu plus différente, c'est ce qu'on appelle un carcinome verruqueux. Donc, c'est un cancer qui est considéré comme de meilleur pronostic que le carcinome épidermoïde, pour lequel on n'a pas besoin de faire de chirurgie aussi extensive que le cancer épidermoïde classique. Donc, vous voyez, c'est une patiente qui avait déjà eu un certain nombre de résections. Donc, vous avez des lésions blanchâtres, verruqueuses, relativement étendues, mais dans le pronostic, dans l'ensemble, reste bon. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Là, je ne montre pas la lésion, même si vous voyez, vous n'allez pas mettre le nez aussi près sur la vulve de la patiente et vous pouvez avoir des difficultés à voir la lésion. Et donc, on fait le signe de la flèche et vous voyez que la lésion est ici. C'est un carcinome basocellulaire, donc il faut avoir été exposé, là, en avoir vu beaucoup pour pouvoir le diagnostiquer rapidement parce qu'une patiente pourrait vous consulter et on peut passer à côté du diagnostic malheureusement. Donc, c'est des lésions, on voit à contre-jour un aspect blanchâtre, un aspect de petites bulles sur le côté. Ça peut être difficile et on peut ne diagnostiquer la lésion que très tardivement alors que c'est des lésions qui évoluent très, 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 très lentement. Je vous ai mis une autre version de carcinome basocellulaire de la vulve pour lequel, bien sûr, les facteurs de risque ne sont pas les mêmes que les lésions basocellulaires du visage. Et là, vous avez un carcinome basocellulaire vraiment localement très, très, très évolué. C'est des formes, ça c'est une photo que mon ancien patron m'a donnée parce que c'est des formes qui ne devraient plus, ou en tout cas qui ne devraient plus être vues. Pour montrer aussi des formes qui peuvent être beaucoup plus graves. Donc ça, c'est des lésions de type mélanome de la vulve. Vous avez une lésion localisée, diagnostic rapide chez une patiente suivie régulièrement. Lésion beaucoup plus étendue parce que confondue avec une mélanose vulvaire qui est, elle, une lésion bénigne. Là, en l'occurrence, c'est un mélanome de la vulve dont le pronostic n'est pas le même au niveau de la fourchette anovulvaire. Là, c'est encore une autre lésion de type mélanome où là, normalement, le diagnostic est beaucoup plus facile et beaucoup plus consensuel qu'une lésion que celle que vous voyez ici. Parce que probablement que ça avait démarré avec une couleur un peu brunâtre avant d'avoir ces aspects bien noirâtres qui ne laissent vraiment pas la place au doute. Une autre lésion pour vous montrer de façon beaucoup plus évidente à quoi ressemble un mélanome. Vous pouvez très bien avoir une version classique attendue, hyperpigmentée, noirâtre, mais vous pouvez parfaitement avoir une lésion qui n'est absolument pas hyperpigmentée. Là, vous avez un mix des deux. Vous avez une zone qui est achromique et une zone qui est hyperpigmentée, et les deux, c'est bien un mélanome vulvaire. Et donc, on peut parfaitement avoir un mélanome de cette couleur-là. Et le pronostic, en termes de type histologique, reste défavorable pour les lésions de mélanome vulvaire. Une fois qu'on a montré ces photos, j'en remontrerai d'autres, mais l'essentiel de la présentation était quand même de vous présenter les recommandations qu'on avait établies et présentées en mai dernier lors du congrès du CNJOF à Paris Santé Femmes, à Paris, en l'occurrence. Donc, pour les lésions de cancer vulvaire, bien entendu, la chirurgie pour un carcinome épidermoïde vulvaire reste le standard. Après revue de la littérature, il est recommandé d'avoir des marges chirurgicales de 8 mm histologiques
et de 2 cm cliniques. Ce n'est pas la même chose. Effectivement, quand vous faites quand vous dessinez les marges en paire opératoire et que vous prenez une marge de 2 cm avec la contraction liée à la rétraction de la pièce anatomique, vous retrouvez avec des marges chirurgicales de 8 mm. Bien entendu, le recours à un lambeau de reconstruction est recommandé lorsque la fermeture sans tension n'est pas possible. Et là, encore une fois, il est important que cette question soit évaluée en préopératoire dès la première consultation, que toutes les options aient été présentées et discutées avec la patiente et surtout évaluées bien en amont du jour de la chirurgie pour ne pas se retrouver dans une situation où on ne sait pas comment on va faire pour fermer. Et si on est dans des situations de marge chirurgicale limite, qu'est-ce qu'on appelle marge chirurgicale limite pour le cancer de la vulve? C'est inférieur ou égal à 3 mm sur le plan histologique. Donc, c'est la pièce opératoire telle qu'elle est analysée par nos collègues anatomopathologistes. Les recommandations, c'est de réaliser une reprise chirurgicale lorsqu'elle est faisable et lorsqu'elle elle permet de conserver les organes tels que l'urètre ou l'anus, entre autres. Sinon, une radiothérapie complémentaire en l'absence de comorbidité doit être réalisée. Donc, la fermeture chirurgicale doit tenir bien sûr compte des implications médicales pour la patiente, des implications fonctionnelles et aussi des implications psychosociales. Il n'est pas entendable d'envisager, on va dire, une pelvectomie ou une mise en place d'une stomie directement pour pouvoir obtenir des marges saines sur une atteinte, par exemple, de la marge anale sans avoir évalué les autres possibilités thérapeutiques. Donc, ça requiert, donc c'est une chirurgie qui peut nécessiter le recours à l'utilisation de lambeaux cutanés ou de lambeaux myocutanés lorsque la suture n'est pas possible sans tension ou sans déformation majeure. Dans les concepts, et ça, c'est un dessin de Monsieur Basset qui date de 1912. Donc, la chirurgie de la vulve a bien entendu bien changé. À l'époque, il faisait, et vous le voyez sur les pointillés, des chirurgies monoblocs. C'était ultra radical, amenant parfois de la mortalité, mais en tout cas une morbidité majeure avec une cicatrisation dirigée. Donc, on n'est plus du tout dans ce contexte. Le choix de la technique, vous vous doutez bien, de fermeture va dépendre de la taille de la lésion en elle-même, du nombre de tumeurs. C'est pas pareil si on en a une, si on en a plusieurs. Et bien entendu, en plus des facteurs qui sont liés à la patiente. On ne fera pas la même chose sur une patiente qui a une lésion clitoridienne aussi petite, même si c'est petit, les implications fonctionnelles d'une résection chirurgicale en marge saine pour cette patiente ne sont pas anodines puisqu'on va impacter le clitoris de cette patiente. Ça ne sera pas la même chose non plus que de faire une chirurgie avec des marges saines sur une lésion médiane clitoridienne aussi importante que celle-ci. Vous voyez bien que si on calcule pour faire nos 2 cm pour une lésion comme celle-là ou comme celle-là, ça n'a pas les mêmes implications de résection. On ne fera pas la même chose sur une patiente comme celle-ci, qui est une patiente qui avait à la base un cancer de l'endomètre qui avait été traité par radiothérapie, par chirurgie suivie de radiothérapie, donc une lésion qui pousse sur une vulve qui a déjà subi de la radiothérapie. Vous n'avez pas les mêmes possibilités de recouvrement qu'une patiente qui n'avait pas de traitement par radiothérapie antérieure. Et vous doutez bien effectivement que plus la lésion est importante et plus le défect est important et plus il va falloir envisager des lambeaux adaptés pour une fermeture sécuritaire chez ce genre de patiente. Et là, vous pouvez même avoir des formes encore beaucoup plus importantes. Là, il ne s'agit pas d'une lésion mélanomateuse, hein. C'est une patiente qui avait une volumineuse lésion, mais comme sur la nuit, les internes étaient affolés du saignement, elle avait eu plusieurs surgicelles qui avaient cette couleur noirâtre. La lésion n'est pas noirâtre en elle-même, c'est juste le surgicelle qui avait été posé toute la nuit sur la patiente qui donne cette couleur. Donc, en fait, les lambeaux, ça ne fait pas partie des recommandations, hein, ça c'est juste les lambeaux, doivent être évalués en fonction des possibilités qui sont liées à la patiente, mais on ne fait pas les mêmes lambeaux si on a une localisation de cancer au niveau antérieur. Si on a une lésion latérale et si on a une lésion postérieure, on n'envisage pas du tout les mêmes lambeaux. On a l'impression que les lambeaux sont réduits à l'utilisation de lambeaux VY,
effectivement, les lésions les plus fréquentes sont quasi toutes latéralisées, mais il n'y a pas que les lambeaux VY, et les lambeaux VY, toutes mesures gardées, doivent être bien réalisées. Bien entendu, on peut faire également un lambeau VY en antérieur, c'est tout à fait faisable, mais ce n'est pas toujours les lambeaux les mieux en fonction du défect et du volume du défect qui a été réalisé. Donc, c'est soit l'opérateur a déjà la possibilité technique chirurgicale d'utiliser ces lambeaux, soit c'est une collaboration qu'on peut avoir avec les collègues plasticiens, parce qu'effectivement, tous ces lambeaux-là, des chirurgiens, gynécologues, oncologues ont l'habilitation pour les faire, mais des lambeaux, par exemple, de type Dieppe, c'est plus nos collègues plasticiens qui ont l'habitude de le faire pour la chirurgie de reconstruction, qu'elle soit mammaire ou autre, et qui en font suffisamment qu'ils peuvent effectivement proposer l'utilisation d'un Dieppe pour combler un défect d'une lésion vulvaire. Donc, on tient compte dans tout ça de l'âge de la patiente, de ses comorbidités, de ses antécédents chirurgicaux et bien sûr ses antécédents de radiothérapie, et ça, ce n'est pas du tout négligeable. Lorsqu'on a une situation qui est quand même très classique, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, on a souvent des patients d'un certain âge, on va dire aux alentours de 80 ans, qui ont des comorbidités, qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension, qui ne bougent pas beaucoup. On a des lésions qui sont d'un volume important. Donc, le défect, il est quasi toujours attendu. Vous avez des lâchages qui sont importants, que vous ayez fait un lambeau ou pas, ou de non-cicatrisation. Et donc, dans les recommandations que l'on a faites, pour la première fois, effectivement, il est écrit qu'il faut recourir à l'utilisation de la thérapie par pression négative ou VAC thérapie pour raccourcir les délais de cicatrisation. On n'a pas beaucoup le choix. Sinon, on peut avoir des délais de cicatrisation qui peuvent aller jusqu'à 3 à 6 mois pour ce genre de localisation chez des patientes qui ont beaucoup de comorbidités. On arrive à l'arbre de prise en charge d'une lésion classique pour un pardon, j'ai dû zapper, j'ai dû avancer un peu trop vite. Pour une lésion classique qui fait moins de 4 cm, qui est unifocale avec une profondeur d'invasion qui est supérieure ou égale à 1 mm, qui n'a pas sur ses examens d'imagerie de suspicion d'atteinte ganglionnaire, on va réfléchir en fonction, pour la gestion en tout cas, de la prise en charge ganglionnaire en fonction de la localisation de la lésion. Soit on a une tumeur qui est bien au centre, c'est-à-dire alignée sur le clitoris, la fourchette en axe vertical. Donc, c'est ce qu'on appellera les tumeurs médiales. Soit on a une tumeur strictement latérale, et latérale, ça veut dire qu'on est à plus de 2 cm de la ligne médiane. Donc là, on est sur les deux extrêmes de l'arbre que vous voyez. Soit on est sur ce qu'on appelle une tumeur latérale ambiguë, ce qui peut aussi être fréquent comme situation sur les lésions qui sont volumineuses en taille. Donc, elles sont un peu à cheval sur les deux localisations. Donc, on a Excusez-moi de vous interrompre. On va vous demander d'être synthétique sur la fin de votre présentation, s'il vous plaît, pour des raisons de respect du temps de parole et de discussion, bien évidemment, après votre présentation. Oui, j'ai presque fini. Merci. Donc, si on a une lésion de type médial, on va faire un prélèvement ganglionnaire bilatéral. Si la lésion elle fait moins de 4 cm, c'est un prélèvement de ganglion sentinelle. Et donc, s'il y a un échec de détection qui soit uni ou bilatéral, on fait un curage inguinal uni ou bilatéral sur la zone où il n'y a pas la détection du ganglion sentinelle. Si on est sur une lésion strictement latérale, eh bien, on fait un prélèvement uniquement du côté homolatéral à la lésion. Si on est sur une lésion latérale ambiguë, c'est là où l'intérêt de la double détection est important, parce que vous allez vous servir de la lymphoscintigraphie. Parce que si la lymphoscintigraphie n'identifie qu'un drainage ipsilatéral, on va pouvoir réfléchir comme une tumeur latérale. Si la lymphoscintigraphie identifie un drainage bilatéral, on va réfléchir comme une tumeur médiale pour la gestion du creux inguinal. Si la lésion, et si on a un ganglion qui est positif, un ganglion sentinelle qui est positif, eh bien, vous gardez toujours le même mécanisme de réflexion. Vous êtes sur une tumeur qui est strictement latérale et vous avez
une atteinte de type micrométastase, et ben on ne fait pas de curage inguinal homolatéral si la patiente va avoir de la radiothérapie. Donc, c'est souvent des découvertes a posteriori sur le résultat anatomopathologique définitif. Si par contre, c'est une atteinte macrométastatique, il faut faire un curage inguinal ipsilatéral, mais on n'a pas de raison de le faire du côté contralatéral. Et c'est la même réflexion pour une tumeur médiale, c'est juste qu'il faut s'ajuster sur le côté du curage. Si on a des lésions qui font plus de 4 cm, pas de discussion. Si c'est une tumeur médiale, on fait un curage inguinal bilatéral. Si c'est une tumeur latérale, on fait un curage du même côté. Pour les traitements adjuvants, la grande modification, avant, il s'agissait de faire une radiothérapie lorsqu'il y avait plus d'un ganglion malade ou s'il y avait une atteinte de type avec rupture extracapsulaire. Et bien maintenant, si vous avez un ganglion inguinal au plus envahi, il y a une indication systématique à une radiothérapie inguinale adjuvante. Sinon, à partir de 2 ganglions inguinaux au plus envahis, c'est une indication, une radiochimiothérapie concomitante. Pour les cancers vulvaires avec des ganglions pelviens où il y a positif au TEP scanner, on n'a pas de recommandation à faire sur la réalisation ou pas d'un curage lambo-arctique. Et si on a une lésion très étendue et ou multifocale, il est recommandé de faire un traitement d'abord par radiochimiothérapie concomitante avec des doses supérieures à 55 degrés sur la tumeur et les aires ganglionnaires. Et on réfléchit, comme pour les cancers du col utérin, on ne fait pas de chirurgie systématique de clôture. Ça va dépendre de ce qui reste en termes de lésions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Écoutez, c'était très clair, très complet. J'imagine qu'il doit y avoir, comme on l'a vu au tout début de cette séance, des centres de recours à partir du moment où on a des lésions aussi complexes à reconstruire. C'est une chirurgie qui paraît très délicate, très précise, avec nécessité de compétences spécifiques, en particulier la collaboration avec les chirurgiens plasticiens. Est-ce qu'il y a, alors je sais, j'ai bien compris que c'était des cancers très rares. Je suppose qu'il y a une organisation régionale ou à partir de la société savante sur l'élaboration de centres de recours. Alors, l'organisation, elle n'est pas formalisée, comme vous l'avez très bien dit, elle est plutôt formalisée en régional. La seule chose pour laquelle on a actuellement des recommandations, c'est pour la prise en charge des cancers de l'ovaire. Ça commence à s'installer, de mettre des seuils, de dire que tel ou tel centre est habilité à faire ce genre de chirurgie de recours. Malheureusement, pour les cancers de la vulve, on voit toujours des chirurgies de type je fais une exérèse et j'attends le résultat et après j'adresse la patiente. Mais il n'y a pas d'organisation formalisée d'un point de vue national pour l'instant pour ce genre de lésion. Merci Lobna pour cette excellente présentation très claire et complète. C'est vrai qu'en fait, c'est pas formalisé, mais c'est quand même, je trouve, assez bien organisé parce que le cancer de la vulve, comme vous l'avez dit, c'est un cancer difficile, c'est-à-dire qu'il faut en voir beaucoup pour savoir les reconnaître et les traiter. Et c'est vrai qu'ils sont souvent adressés dans des centres connus finalement pour traiter ces cancers. Alors, c'est souvent effectivement des centres multidisciplinaires parce que c'est des chirurgies assez extensives et délabrantes. Du coup, là, vraiment, le message à retenir, c'est que je trouve que c'est vrai que ces recommandations montrent qu'il faut également dans ce cancer essayer de réduire la morbidité liée à la chirurgie. Et c'est vrai que c'est assez bien codifié, je trouve, dans ces recommandations en fonction de la localisation de la tumeur, ce qui était moins clair avant, en fait, dans le cancer de la vulve, je trouve. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Oui. Moi, j'ai une question. Merci beaucoup, Lobna, pour cette belle présentation. Tu dis que c'est très difficile de voir certaines lésions et de reconnaître certaines lésions. Moi, je trouve que c'est tellement difficile pour nous que la collaboration avec un dermatologue semble inévitable. Est-ce que vous l'aviez évoqué dans les recommandations? Enfin, c'est difficile à recommander, mais est-ce qu'en tout cas, ça a été discuté? Nous, on travaille en binôme avec les dermatologues de Saint-Louis qui viennent voir ce genre de pathologie à Thonon. Les recommandations ont été établies avec toutes les sociétés savantes qui découlent de la Société française de dermatologie. Et en fait, leur présence, et eux, ils insistent essentiellement sur les lésions précancéreuses. Pour le cancer épidermoïde de la vulve et tout type histo, ils considèrent que ça n'est plus de leur recours. Il n'y a que pour les mélanomes
vulvo-vaginaux, où effectivement, là, la prise en charge, elle est intimement intriquée. On n'en a pas parlé parce que c'est vraiment du domaine de l'hyperspécialiste, mais pour la gestion, par exemple, du crin inguinal dans le mélanome vulvaire, c'est pour eux juste à titre informatif. On ne fait pas de curage inguinal, c'est juste qu'ils ont besoin de savoir s'il y a une atteinte ganglionnaire pour faire de l'immunothérapie ou pas. Donc, dans les consultations de pathologie vulvaire, pour tous les gens qui font de la vulve, c'est indispensable qu'on soit associé aux collègues dermatologues. Mais pour eux, pour nos collègues dermatologues de leur point de vue, pas pour la pathologie cancéreuse, pour les lésions précancéreuses. D'accord, merci Lobna. C'est vrai que pour rejoindre ce que dit Cyril, même le traitement, l'indication du traitement est compliquée. Du coup, c'est vrai que nous, on a mis en place une consultation multidisciplinaire pour les cancers vulvaires où systématiquement, il y a le chirurgien, le radiothérapeute, voire même l'oncologue et le dermato qui examine la patiente sur les patientes et les cas un peu complexes, justement, où on a du mal à connaître la stratégie thérapeutique. Donc, ça reste, c'est vrai, un cancer difficile à identifier, à diagnostiquer et à traiter. Ce pourquoi c'est vrai que c'est important de les adresser dans des centres qui ont l'habitude de le prendre en charge. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Voilà. Mais merci à tous les orateurs pour ces magnifiques présentations, je crois, qui étaient vraiment importantes dans l'éclaircissement de notre spécialité. Merci encore une fois à l'Académie de chirurgie, à vous, Monsieur Richman, de nous avoir invités. J'ai été ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez, on peut vous applaudir. Vous avez montré le très vaste domaine auquel vous vous attaquez et de une façon très intéressante d'aborder l'oncologie au plan des bilans, au plan de l'évaluation des sous-types et de l'implication thérapeutique. Donc, vous avez donné une image très, très moderne de l'oncologie que vous pratiquez et l'Académie vous remercie.